Bien alors, toujours session 3, mais cours numéro 4. Ouais, j'aurais dû mettre d'ailleurs, je m'excuse. Alors, ce qui m'importe, alors on a parlé dans l'architecture IoT faire appel à l'IA, intelligence artificielle. Bon, alors on va faire appel à l'IA un peu partout, hein. Je m'excuse, mais c'est pas une nouveauté pour vous. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand même le fait que intégrer de l'IA, ça coûte de l'énergie. Donc c'est intéressant quand même qu'à un moment donné de votre cursus, vous soyez conscient que l'IA n'est pas gratuite. Et loin de là, n'est pas gratuite au niveau énergétique et donc carbone. Donc on va essayer de balayer ce problème-là. On ne va pas y passer des heures et des heures, mais au moins se sensibiliser à cet aspect-là. Alors, vous voyez, 2024, quelques données, 415 TWh mondial, plus d'1% de la consommation électrique mondiale. Alors, ça c'est data center. Sur ces data centers, on estime à peu près 15% la consommation associée à l'IA. Donc, si vous faites 15% de 415, ça fait 62 TWh. Bon, c'est approximatif. Ce qui est quand même plus important, c'est que l'évolution de cette consommation associée à l'IA, on imagine que grosso modo, la consommation des data centers va être consacrée à jusqu'à 50% à l'IA en 2030. Donc des évolutions potentiellement jusqu'à 400 TWh. 400 TWh. Bien. Donc, ça représente une forte croissance de la demande. Et évidemment, va se poser pour ces data centers une double exigence, plus de puissance et moins de carbone. Ok. Bon, donc il va falloir faire en sorte que les exploitants de ces réseaux et de ces data centers fassent appel à l'électricité. Donc les infrastructures d'électricité doivent être importantes, disponibles, pas trop chères, décarbonées. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir répondre à ça? Il y a le problème du délai rapide. Vous voyez bien que le délai rapide. Et donc, l'idée quand même, dans un premier temps, c'est d'aller chercher de l'électricité sur le réseau, réseau électrique, réseau local. Mais rien ne dit qu'à terme, on ne soit pas sur des réseaux propriétaires alimentés par, pourquoi pas, alors on pourrait dire pourquoi pas du solaire ou de l'éolien et du stockage. Bien sûr, il faut le problème de la variabilité de la production, donc attention au stockage, ou alors sur du nucléaire, des petits réacteurs nucléaires modulaires. C'est là où il y a une forte interaction potentielle entre l'énergétique et les modes de production énergétique comme les réacteurs, les SMR ou les Small Modular Reactors et les data centers et l'IA. Donc, pour pouvoir avoir l'autonomie suffisante, l'énergie suffisante pour compenser la demande croissante sur ces outils. Alors, il faut bien voir que dans l'IA, il y a deux phases de fonctionnement. Il y a la phase d'entraînement. L'IA est basée sur des réseaux neuronaux, grosso modo. En fait, ça fonctionne que si vous avez une base de données de connaissances disponible. Et cette base de connaissances, il faut la construire. Et cette phase d'entraînement, nécessite beaucoup d'énergie. Sachant qu'en entraînement d'une IA, ça peut prendre plusieurs semaines, requérir des infrastructures dédiées et mobiliser des ressources informatiques importantes. Et puis il y a la phase dite d'inférence, on pourrait la phase d'utilisation. C'est celle qui consiste, c'est vous, c'est l'utilisateur comme moi, comme vous, qui utilisent une IA et qui font des requêtes et qui répondent des requêtes. Donc ça, c'est la phase d'inférence. Alors, par exemple, ChatGPT, sur plusieurs semaines, ça aurait consommé 50 gigawattheures d'électricité. Ce qui est équivalent quand même à près de 20 000 voitures électriques, annuellement. Bon. Par contre, il
faut pas négliger le fait que la multiplication des nombres d'usagers, hein, va faire que la phase d'inférence va également devenir un enjeu important. Alors, pour résumer, une requête ChatGPT, ça coûte à peu près 0,3 Wh. Voilà, à peu près. Hein. Bon, alors vous multipliez par le nombre d'inférences, vous verrez. Bien, alors, si on veut comprendre un petit peu les calculs énergétiques, qui sont pour l'instant un petit peu, pas d'une très grande précision, il y a l'entraînement. Donc vous avez un processeur qui a une certaine puissance, vous avez un certain nombre de processeurs qui font fonctionner, et un temps de fonctionnement. Donc tout ça, ça vous donne une puissance. Alors, ça c'est le data center, hein, que vous connectez pour l'apprentissage. Alors la puissance d'un processeur, c'est quoi? C'est la puissance unitaire, hein, du processeur. Il y a autour des auxiliaires, et notamment des systèmes de refroidissement, par exemple. Hein. Donc ça, bien sûr, ça se rajoute. Et puis, bien sûr, c'est en fonction du taux d'utilisation de votre processeur pour la phase d'entraînement. Et puis, l'inférence, eh bien, c'est basé sur le coût moyen énergétique d'une requête. Bon, bien sûr, c'est fonction du nombre, ensuite fonctionné par le nombre de requêtes. Alors, qu'est-ce que c'est que le coût énergétique d'une requête? C'est combien de temps ça utilise le processeur, hein, et puis la puissance de processeur. Bon, ok. Bon, c'est des calculs. Alors la question qui va se poser, monsieur, mais quel est le temps qu'il faut pour une requête? C'est sûr que voilà, on se pose des questions et là il faut rentrer un peu dans les outils et l'évolution surtout des outils informatiques qui vont permettre de traiter les données. Pour savoir quand même, hein, je reviens à la phase d'entraînement, c'est une phase essentielle qui requiert beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de main-d'œuvre. Beaucoup de main-d'œuvre. Je ne sais pas si vous le savez, mais beaucoup de main-d'œuvre. Alors cette main-d'œuvre, comme elle est chère, on va la chercher dans les pays à faible main-d'œuvre. Hein. L'entraînement de votre ChatGPT ou de votre Mistral ou votre. Alors je sais pour ne pas dire tout ça, enfin, beaucoup de systèmes sont traités dans des pays à faible taux de main-d'œuvre, puisque je connais un peu Madagascar par exemple. On l'oublie, on pense que c'est du high-tech, ça se fait en Californie, à Saclay, non, on sous-traite beaucoup dans les pays à faible main-d'œuvre, il ne faut pas l'oublier. Alors, revenons au data center, puisque comme ce qui est l'objet physique qui est consommateur d'énergie, c'est le data center. Alors, on pourrait dire, il y a 4 types de data center. Il y a ceux qui sont associés à une entreprise, hein, qui gère, data center entreprise gère les besoins de l'entreprise. Bon. Ceux qui sont en colocation, c'est plusieurs entreprises qui se partagent un même data center. Ok. Il y a un gestionnaire, un fournisseur de colocation qui gère l'infrastructure. Il y a ce qu'on appelle les hyperscale, donc ces trucs de très grande taille, hein, qui sont en général là pour répondre aux demandes des services cloud. Et vous voyez, ils peuvent avoir des puissances jusqu'à 20 MW, hein, voire 100 MW. C'est là où d'ailleurs on se pose la question des outils de production d'énergie associés. Hein. Un small model reactor, il fournit 100 MW. Hein. C'est pour ça que vous voyez Google s'intéresser au nucléaire, par exemple. Ça ne veut pas être surprenant, mais c'est comme ceci. Et puis on a une nouvelle génération qui s'appelle les Edge, avec des puissances plus petites. Et puis, plus près des utilisateurs finaux, c'est-à-dire des utilisateurs, des consommateurs d'IA, hein, ça permet de gagner du temps sur les transferts de données. Ok. Alors, voilà la tête globalement, hein, la tête très symbolique, très symbolisée d'un data center. Vous voyez ici la partie centrale, où il y a toute une série de serveurs. Voilà, alors qui bien sûr est le principal poste de consommation électrique, vous voyez, hein, donc des racks, des serveurs, jusqu'à à peu près 50% hein, de la consommation d'un serveur, c'est un data center, c'est ça, c'est les équipements informatiques, mais leur refroidissement, et vous comprenez très bien que tous ces dispositifs dégagent beaucoup de chaleur, c'est, vous voyez, jusqu'à 40%.
Et puis vous avez ce qu'on appelle des équipements auxiliaires qui viennent, qui viennent alimenter les différents composants techniques du dispositif. Alors, vous voyez, donc suivant le type, vous voyez, le type de serveur, de data center, pardon, vous voyez que bon, le poids, alors si on regarde les serveurs eux-mêmes, vous voyez, donc dans les hyperscale, vous voyez bien que les serveurs prennent la place majoritaire, alors que les entreprises, on voit bien que ça ne dépasse pas 50%, hein, le reste est mangé par le refroidissement, vous voyez, hein, beaucoup moins optimisé que dans le cas des hyperscale, hein, ou des colocations par exemple. Et donc on définit ce qu'on appelle un indice, un indicateur, ça s'appelle le PUE, le Power Usage Effectiveness, en fait qui est tout simplement le rapport entre la consommation totale du data center sur la consommation des équipements informatiques. Donc, et plus cette PUE est élevée, ça veut dire plus les consommations de stockage, de réseau, de refroidissement, voire d'autres, sont importantes. Donc on a intérêt à avoir un PUE le plus près possible de 1. Alors, d'abord, où sont les data centers? Vous voyez qu'au fond, on fait trois grandes zones: Amérique du Nord, sud aux États-Unis, Europe de l'Ouest, la Chine, Singapour un peu à part, mais enfin Singapour pèse lourd. Pour l'instant, 2025. Ça changera. Voilà, vous avez des déserts. Hein. L'Afrique, c'est un désert. J'exagère, mais c'est pas loin. Pour l'Amérique du Sud, ouais, quelques points. Rio de Janeiro, c'est le Chili, donc Santiago. L'Australie, un petit peu, vous voyez. Ok. Bon. Afrique du Sud, un point un peu plus gros que les autres. Bon, là, des tout petits points. Ok. Alors, il y a deux choses. La consommation en térawattheure, États-Unis, Chine, Allemagne, France, Irlande, etc. Et la part de la consommation globale, nationale, électrique, évidemment. Grosso modo, en France, 2%, vous voyez, tout à l'heure je disais à peu près 1,5% en moyenne, là c'est 2,2% en France, mais c'est normal. L'Allemagne c'est 3%, et l'Irlande, alors l'Irlande c'est beaucoup spécialisé dans ce type de business, 18%. Bon, pour une part qui n'est pas énorme non plus. Bon. Vous avez l'évolution des éléments qui génèrent des surcoûts énergétiques. Hein. On s'aperçoit que le stockage coûte cher, influence beaucoup. Hein. Ok. Les trafics, les capacités de calcul, voilà. Et alors, on peut voir quand même que, évidemment, l'intensité énergétique qui décroît, ça va dans le bon sens. Nombre de serveurs par charge de travail qui diminue également. Et puis, vous voyez, consommation dans le stockage diminue malgré tout. Mais le stockage, globalement, kilowattheure par téraoctet, mais bon, on stocke de plus en plus, donc on consomme de plus en plus du fait des stockages. On a une efficacité qui augmente, mais une capacité qui augmente aussi, donc le résultat n'est pas toujours, entre guillemets, favorable à la réduction des émissions de carbone et des consommations d'énergie électrique. L'évolution des consommations, vous voyez tout à l'heure, vous voyez donc là, il y a plusieurs courbes. Bon, en fait, c'est plusieurs données. Hein, il y a des données qui sont pas toujours cohérentes, vous voyez. Hein. Vers 2025, on n'est pas loin de 300 TWh. Alors, une chose aussi que vous pouvez apparaître, hein, aussi sur sa consommation des data centers aux États-Unis, c'est la part de l'IA qui devient très importante. Regardez, c'était négligeable jusqu'en 2018, et puis là, 2023, c'est quand même à peu près un quart de la consommation qui est liée à l'IA. Là-dessus, on est sur des scénarios d'augmentation
des consommations associées à l'IA. Donc des data centers, mais la part associée à l'IA. Et vous voyez que la part, vous voyez, bon, alors si on est les plus pessimistes, je ne sais pas si on veut dire pessimistes ou optimistes, hein, ceux qui amènent le plus de consommation, on a 880 TWh. Bon, d'autres sont beaucoup plus réduits. Hein. Bon, là, vous voyez, il y a un rapport de 1 à 4, de 1 à 8, de 1 à 4, pardon, oui, ce qui n'est pas du tout négligeable. Je ne sais pas comment, on verra bien, l'avenir nous le dira. Et donc, la part, vous voyez, les évolutions attendues, pays par pays ou zone par zone, bah, oui, les États-Unis c'était 4% lié. Alors là, on est bien sur l'IA, hein. Non, pardon, sur les data centers, excusez-moi, on est sur les data centers, pas que sur l'IA. On va passer à presque 10% aux États-Unis. Sur l'Europe, pas loin de 5%, sur la France 4%, sur la Chine, ça restera quand même mineur, 2%. Voilà. Alors, le PUE, rappelez-vous ce que c'est, hein, c'est le rapport entre l'énergie consommée globalement sur l'énergie purement informatique. Les évolutions montrent quand même une amélioration significative des PU, vous voyez, donc un 56, un 5, c'est-à-dire quand même un tiers de l'énergie qui est consommée pour autre chose que l'informatique. Ben, beaucoup pour le refroidissement. Tout le mode de refroidissement il devient important, très important. Alors, comment on peut faire évoluer les consommations? Ben, bon, il y a la demande, ben, forcément elle est croissante. Je crois qu'on n'a pas besoin d'en discuter. Alors, ce qui peut permettre de diminuer, c'est les modèles algorithmiques, qui essayent d'optimiser la consommation d'énergie. Hein. Mais en même temps, on a des modèles IA de plus en plus compliqués. Alors, les équipements informatiques, on peut espérer qu'ils sont de plus en plus efficaces. Et par contre, au niveau de l'alimentation électrique, eh ben, il y a le problème des raccordements qui sont problématiques, hein, et qui vont être qui va limiter l'augmentation de la consommation. De ce point de vue, c'est bien, enfin c'est bien, ça va limiter aussi la productivité et la capacité de production de ces serveurs. Et donc c'est IA. Et donc il y a plusieurs modèles d'alimentation électrique des data centers. C'est tout simplement, au fond, on alimente les data centers comme on alimente d'autres industries. C'est un composé comme un autre. Alors, on va essayer d'investir certains investissements dans l'électricité bas carbone, nucléaire, énergie renouvelable, géothermie. D'autres, pour répondre aux besoins croissants, c'est d'utiliser des centrales carbonées, charbon au gaz. Bien, c'est pas forcément très joyeux, très favorable, mais bon, c'est une réalité. Hein. Si la croissance de la demande est telle que peut-être faudra-t-il redémarrer certaines centrales à énergie carbonée. Maintenant, pour un moyen terme, on peut se dire que, grosso modo, on peut imaginer qu'on va alimenter directement les data centers par des dispositifs autonomes. Alors ça va être quoi? Et le réseau va alimenter au fond les industries traditionnelles. C'est-à-dire que faire des small reactors nucléaires, des ENR évidemment, dédiés, de la géothermie, ok. Ou alors des batteries, des panneaux photovoltaïques. Alors batterie photovoltaïque va ensemble, parce que sur une alimentation continue, il va pas bien falloir mettre des batteries. Ok. Ça c'est le moyen terme. Voilà. Et puis, voilà, moyen terme. Excusez-moi. Voilà. Bon. Et pour avoir une idée de la carbonation, ça dépend, enfin bon, est-ce que l'électricité carbonée dans vos régions, vous voyez l'allure de le carbone, plus c'est rouge, plus c'est brun, plus c'est carboné, plus c'est proche du blanc et du jaune clair, moins c'est carboné. Bon il n'y a pas de miracle, hein, vous voyez bien les pays, les zones où c'est peu carboné, le Canada, le Brésil, c'est grâce
l'hydroélectricité, c'est la France grâce au nucléaire, la Suède grâce à l'hydroélectricité, la Norvège aussi, et puis les pays intermédiaires, et les pires, je dis pas de bêtises, ça c'est la Libye, doit brûler du pétrole, l'Inde, aussi beaucoup de pétrole et de charbon, la Chine c'est mitigé, il y a du mixte. Bon. Donc vous voyez, c'est très carboné. Donc vous voyez, la décarbonation des data centers, ça dépend de où est-ce que vous êtes, soyons clairs. Donc voilà, si on est en Europe, ben, on a des factories, donc des data centers dédiés aux AI, qui ont été engagés par l'Europe, dont l'idée c'est de tripler la capacité data center d'ici 7 ans, 5 à 7 ans. On n'est qu'à 4% de capacité mondiale de calcul pour l'IA. Bon, réglementation, là, l'Europe en général n'est jamais en arrière. Bon, il y a des obligations autour de l'IA Act qui est entré en vigueur. Donc c'est un règlement complet sur l'IA. Qui bien sûr doivent rendre l'usage de l'IA, alors bien sûr éthique, acceptable au niveau énergétique et carbonation. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il faut savoir que ça existe. Et en France, on a en termes de data center dédiés à l'IA, pourrait-on dire, il y a l'Île-de-France, vous voyez, il y a un gros pôle Île-de-France. Il y a Provence-Côte d'Azur et puis il y a la Haute-France, Grand Est aussi, sont des zones d'implantation importante, potentielle. Donc voilà un petit peu pays par pays les atouts et voilà. Bon, la France, c'est le prix de l'électricité qui est intéressant. La décarbonation de l'électricité est important. C'est des délais d'accordement apparemment acceptables au niveau électrique. Voilà. Une fiscalité jamais extra-pesante, là on est en France. Et puis il n'y a pas a priori de révolte, une acceptation sociale assez forte pour les data centers pour l'instant. Il y a des pays beaucoup plus en difficulté. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne, l'électricité carbonée, il faut importer beaucoup d'électricité de France notamment, les réseaux sont congestionnés, le coût d'électricité est quand même plus élevé, la fiscalité est moins favorable. Voilà, et l'opposition existe. Bon, on est en Allemagne. Bon, peut-être le plus, si je dis pas de bêtises, ça va être le Danemark. J'espère, là, je fais une bêtise, c'est peut-être la Norvège. J'hésite, c'est peut-être la Norvège. Tout est vert, vous voyez. Je crois que c'est la Norvège pour que ça soit un coût d'électricité et que c'est décarboné autant, c'est la Norvège. C'est la Norvège. Voilà. Donc là, c'est le pays, à moins que ce soit l'Islande d'ailleurs. J'ai un doute, je m'excuse là. Alors là, pour ceux qui sont bons en géographie, ils vont me crucifier. Bon, c'est le seul drapeau que je ne connaissais pas. J'hésite, je sais que c'est l'Islande ou la Norvège. C'est peut-être l'Islande en fait. Bon. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.